L'actualité à la une ce soir, 2 bases de terroristes ont été détruites par des frappes aériennes au Sahel ce 7 décembre. Les premières frappes ont visé un hangar dans le hameau de Bouiboui dans la zone de Mentao. Une vingtaine de terroristes a été tuée sur le coup, dont le chef du groupe. Et les secondes frappes ont visé une base dans le village de Gouizen, dans la zone de Gomboro. Une dizaine de terroristes ont également été tués. Et puis la 13e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou-UACO s'ouvre aujourd'hui à Ouagadougou. Donc, cet événement réunit des experts en communication de toute l'Afrique pour discuter du thème liberté de presse et droit à l'information en période de crise sécuritaire et humanitaire. Kangala Air Express, une nouvelle compagnie aérienne burkinabé, lancera ses activités en janvier prochain. Elle proposera des vols réguliers reliant Ouagadougou aux principales villes du pays. Hier, une délégation de la compagnie a rencontré les forces vives de la région de l'Est pour leur présenter le projet. Le centre pénitentiaire agricole de Baporo, créé en 1984 par Thomas Sankara, accueille des détenus en semi-liberté. Cependant, il semble inexploité aujourd'hui. Une équipe de journalistes a enquêté pour nous. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Cela dit, avant de développer ces titres, Idrissa Nassa, nouveau président du patronat burkinabé, a été installé par le président du Faso à Ouagadougou ce 7 décembre. Il succède à Apollinaire Compaoré. Monsieur Nassa a déclaré à son installation sa détermination à faire du patronat burkinabé un partenaire incontournable du gouvernement dans le développement économique du pays. Chantal Drago. Instant solennel consacré à la prise de fonction du nouveau président du patronat burkinabé. Le chef de l'État lui-même installe le président Idrissa Nassa, élu pour 5 ans. Beaucoup de défis inscrits dans son mandat qui se veut dynamique par la transformation du secteur privé, le renforcement de la résilience et un meilleur positionnement du pays sur le plan sous-régional. Notre seule raison d'être et notre unique agenda est de contribuer davantage à la croissance économique inclusive de notre pays, au développement socio-économique et au bien-être de nos populations, sur la base des orientations définies par le gouvernement. La réorganisation du CNPB et le renforcement de ses capacités humaines, techniques et financières pour le rendre plus performant, plus efficace et plus utile à ses membres et à la communauté des affaires. La dotation du CNPB d'un siège moderne qui reflète la mesure de nos ambitions, qui servira de plateforme pour offrir des services à valeur ajoutée à nos adhérents et à l'incubation des jeunes entrepreneurs, et ce pour promouvoir l'emploi et la formation professionnelle. Le patron des patrons appelle toute la communauté des affaires à l'unité et à l'action commune pour relever les défis. Je tends la main à tous, sans exception, pour porter le flambeau de l'espérance pour un renouveau patronal. Je suis un serviteur ouvert et à l'écoute de tous les opérateurs économiques, de tout secteur d'activité, de toutes les régions et de tous les âges. Tous ensemble, unis et engagés, travaillons pour la paix et pour la prospérité économique du Burkina Faso. À 58 ans, le président du conseil d'administration de Coris Holding a ravi la tête du patronat burkinabé au regard de son leadership et sa maîtrise des rouages du monde des affaires. Installé, le nouveau président et l'ensemble des membres des instances statutaires du CNPB apportent une contribution de 200 millions de francs CFA au compte du Fonds de soutien patriotique et au profit des orphelins et veuves du terrorisme. L'installation de M. Nassa est un événement important pour le monde des affaires burkinabé. Il est considéré comme un homme de consensus et un leader expérimenté. Son élection est un signe que le gouvernement et le secteur privé sont déterminés à travailler ensemble pour le développement du pays. Pour le chef de l'État, il a invité le secteur privé à soutenir l'émergence d'une économie nationale forte. Chantal Vedrao. Dans un contexte de guerre, nous savons bien que les affaires sont touchés en plein cœur. Mais vous continuez de résister et d'accompagner le gouvernement donc dans sa vision. On ne peut que vous remercier pour cela. Nous avons fait l'effort de croiser beaucoup de couches représentant donc le patronat burkinabé, et notamment donc les banquiers, et nous avons souhaité qu'il y ait des propositions dans le sens
que le gouvernement puisse accompagner le secteur des finances pour pouvoir créer de nouvelles entreprises. Même s'il faille que le gouvernement puisse avoir des garanties sur certains secteurs, certains projets portés par les jeunes, nous allons le faire. Il faut qu'on discute et qu'on trouve un terrain d'entente pour que vous puissiez mener aussi vos activités sans trop de risques. Nous importons trop, ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois dehors. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place ici. Donc pour quelqu'un qui voudra désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les jeunes. Il faut que nous produisions sur place, mais que nous transformons aussi. Et c'est en ce sens qu'on pourra créer beaucoup d'emplois et que notre économie pourrait mieux se porter. Et on ne peut que compter sur vous pour qu'ensemble on puisse réduire le taux de chômage au Burkina Faso et empêcher que nos jeunes ne se retrouvent dans le grand banditisme et aujourd'hui dans le terrorisme. Donc la guerre et le développement ensemble. Dans l'actualité ce soir, ce 7 décembre marque le début de la 13e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou-UACO. Cet événement rassemble des experts en communication venant de l'ensemble du continent africain. La conférence se penche également sur l'accès à l'information en période de crise humanitaire et sécuritaire. Les discussions et les échanges se concentreront sur les enjeux et les opportunités liées à la liberté de la presse et au droit à l'accès. Amadou Marcelto. Liberté de la presse et droit d'accès à l'information en contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou-UACO lancent le débat à cette 13e édition. Chercheurs, universitaires, professionnels, étudiants et autorités gouvernementales, tous sont mobilisés afin de garantir le droit à l'information, la vraie, dans ce contexte socio-politique et sécuritaire. Les manquements à l'éthique et à la déontologie observés dans certains médias, ajoutés aux éléments de désordre enregistrés sur les réseaux sociaux, constituent une menace sérieuse, non seulement pour la liberté de la presse, mais aussi pour la paix et la cohésion sociale. Au regard des impératifs de notre temps et des circonstances dont nous devrons tenir compte, je fonde l'espoir qu'au terme de vos travaux sortiront des propositions pertinentes et réalisables à même de faire des médias et de la communication une arme redoutable de guerre contre le terrorisme et une force d'information et de communication au service du citoyen en général et sahélien en particulier. Une dynamique à laquelle s'associent les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le Niger, pays invité d'honneur aux UACO 13, représenté par son ministre en charge de la communication, porte la voix de l'ensemble des pays participants. Nous sommes conscients du sérieux et de la qualité des travaux des universités africaines de la communication de Ouagadougou. C'est pourquoi nous vous encourageons à poursuivre dans le même élan, en intégrant de façon dynamique les spécificités africaines et particulièrement sahéliennes dans le traitement de l'information. Nous sommes ici dans la solidarité et guidés par la nécessité du partage d'expériences et l'enrichissement mutuel qui commande les défis communs qui se présentent à nos pays. Nous sommes ici pour témoigner notre reconnaissance aux acteurs de l'information et de la communication engagés aux côtés de nos pays pour le bien-être des populations. Des invités d'honneur et des invités spéciaux pour un partage d'expériences. Une vingtaine de communications reparties sur 3 jours. Des communications dont la teneur est ici engagée à la conférence inaugurale menée par le professeur Serge Théophile Balima. Et puis le Burkina Faso a fait une brèche dans le mur du français en officialisant les langues nationales. Cette décision est saluée par le linguiste Gérard Tiet-Biogo et des étudiants de l'université Joseph Kizerbo qui estiment qu'elle est une étape importante dans le processus de démocratisation et de développement du pays. Moussaki. Est-ce qu'on peut être vraiment souverain sans une indépendance linguistique? Cette question, le linguiste Gérard Tiet-Biogo la ressasse plusieurs fois. Pour lui, la décision portant officialisation des langues nationales du Burkina Faso est la bienvenue. C'était même attendu
des linguistes. La Constitution, en son article 37, dit que la loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales. Et il y a longtemps que nous attendions cette loi. Et donc le Conseil des ministres vraiment nous a réjouis en décidant d'officialiser les langues nationales. Le vieux Gérard remonte dans le passé. Il explique le retard du développement de l'Afrique et particulièrement du Burkina Faso par l'adoption de la langue du colon comme langue officielle. Le français là, c'est un piège. Un piège qui est comme un gaz qui innerve le ressort culturel. Si bien que vous n'arrivez pas vraiment à penser, à agir de vous-même. La donne est en train d'être changée. Le Burkina Faso s'est inscrit depuis hier dans une marche pour sa souveraineté linguistique. L'officialisation des langues de la nation révèle plusieurs implications. Quand on officialise, comme je vous ai dit, ça veut dire qu'on leur confère un statut et des fonctions particulières. La fonction là, prenons un exemple, si vous décidez, si on officialise le BISA, ok, BISA, statut langue officielle, quelle fonction on lui donne? On peut lui donner par exemple fonction langue de l'éducation, langue de l'administration, etc. Le Burkina Faso a 59 langues nationales, énumérées ici sur cette carte linguistique du chercheur Gérard Tedbego. Il reconnaît toute la difficulté à conférer statut et fonction à cette multitude de langues. Les populations avaient déjà trouvé leur stratégie endogène de gestion de leur diversité linguistique et culturelle. Et je crois qu'il faut bâtir sur ça. Chez Gérard, tout comme à l'université Joseph Kizerbo, la décision d'officialisation des langues nationales par le gouvernement est bien salutaire. Pour eux, le pays des hommes intègres doit s'affirmer par ses langues, son histoire et sa culture. Donc moi je pense que le fait de se contenter des langues nationales que nous avons plein d'atouts concernant ces langues, je pense que c'est une bonne décision et qu'ils doivent vraiment travailler à ce que ces langues soient vraiment des langues officielles au Burkina Faso ici. À ma terminale, à un niveau SVT, mon professeur a été obligé de rentrer à Morée pour expliquer comment le corps humain fonctionnait. Et quand il a fait ça, moi franchement, j'ai tapé un 18 au bac. Mais le bout du tunnel est encore loin, même très loin, selon les spécialistes. À côté de la volonté d'officialisation des langues nationales, il y a cette autre décision de faire du français la langue de travail. Cela va entraîner le délaissement des langues nationales dans nos milieux de travail. Que faire? La réponse, il faut une politique linguistique, de l'avis du professeur Tedbego. On a élaboré une proposition de politique linguistique qu'il suffit de mettre en œuvre pour que nous retrouvions notre indépendance linguistique pour vraiment aller vers une souveraineté complète et totale. La flamme de l'espoir d'une souveraineté linguistique totale ravive plus chez bon nombre de Burkinabés juste après cette décision d'officialisation des langues du terroir. Pour le linguiste Gérard Tedbego, le travail ne fait que commencer. Il appelle les populations et surtout les linguistes à se mobiliser pour le succès de cette décision patriotique. Et puis le Burkina Faso, déclaré éligible au fonds du PNUD en 2018, bénéficie d'un soutien de plus de 30 milliards de francs CFA pour la consolidation de la paix. Cette rallonge de financement qui court jusqu'en 2025 permettra de mettre en œuvre de nouveaux projets visant à renforcer la paix et la sécurité dans le pays. Roger Kam, Karim Bitienga. L'heure est à l'évaluation des projets financés par le PBF, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. De 2018 à 2023, le fonds a investi plus de 30 milliards de francs CFA à travers prioritairement le PUS, le programme d'urgence pour le Sahel. Et nous voyons vraiment des résultats concrets comme la construction de 10 postes frontaliers pour les FDS, des investissements énormes qui ont été réalisés
pour la résilience des femmes et des jeunes qui sont affectés par le conflit. L'éligibilité du Burkina Faso au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix est prolongée jusqu'en 2025. Cette session du comité conjoint d'orientation, tout en faisant le point des acquis, se veut un cadre de réflexion sur les projets à venir. Avec l'appui des gouverneurs qui sont là, avec l'appui du partenaire financier et technique qui est là, avec l'appui aussi de d'autres acteurs qui sont concernés par le projet, on pourrait ensemble faire le point de ce qu'on a pu réaliser au cours de l'année et voir comment ensemble se projeter sur les années à venir en tenant compte de nos priorités et en tenant compte justement des intérêts, de l'intérêt des populations qui sont concernées dans les 6 régions concernées par le programme. L'intervention du PBF au Burkina Faso se décline en 3 axes. La construction de la confiance, le renforcement de la résilience sociale et la participation active des jeunes et des femmes, et enfin, la gestion pacifique des conflits. Je vous le disais en titre, Kangala Air Express est une compagnie aérienne privée au Burkina Faso. Elle propose des vols intérieurs réguliers à partir de janvier 2024. La compagnie mettra en service des aéronefs reliant Ouagadougou aux principales villes du pays, notamment Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya, Dori, Fadad Gourma et Waiguia. Hier 6 décembre, une délégation de la compagnie a rencontré les forces vives de la région de l'Est pour leur présenter le projet. Joël Tandabiga était présent, son compte rendu. Désormais, en plus de ces vols humanitaires qui desservent les villes de la région de l'Est, s'ajoute la compagnie nationale privée Kangala Air Express pour faciliter la mobilité des personnes et des biens. À bord de cet appareil de la compagnie, une délégation des techniciens de l'Agence nationale de l'aviation civile et une représentation de la SERNA sont venus pour rencontrer les forces vives de la région de l'Est. Objectif, échanger et recueillir les suggestions des citoyens sur le lancement du projet de ligne Ouagadougou-Fadang-Gourma-Diapaga, longue de près de 500 km. La population attendait que cela. Moi, mes attentes, c'est surtout les prix. Le prix là, que le prix soit abordable aux citoyens lambda. Une solution avion, effectivement, c'est toujours une bonne solution. Le reste, c'est derrière, c'est le coût qui est, on va dire, un peu angoissant. Nous sommes heureux et maintenant, nous allons attendre l'accouchement avec beaucoup de fermeté, en tout cas avec tous nos vœux d'accompagnement pour que tout marche pour cette compagnie. Ce projet est une volonté politique du gouvernement. Il s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des vols intérieurs du pays. L'ambition de Kangala, c'est d'accompagner le gouvernement dans son processus de relance de l'économie, du développement, en se plaçant comme partenaire privilégié pour permettre à la population de souffler un temps soit peu, de pouvoir relier les différentes villes, transporter les personnes vers ces destinations et de transporter également les marchandises, permettre aux populations de souffler. Nous sommes venus ensemble au fin de faire des études aéronautiques et également un vol de reconnaissance afin d'identifier tout ce qu'il y a comme danger lié à l'exploitation des vols domestiques et également identifier les moyens d'atténuation pour que les vols se passent en toute sécurité, en toute sûreté. 6 aérodromes, après celui de Gawa, sont en liste pour le lancement de la phase pilote. 5 aéronefs et un cargo sont apprêtés pour desservir les localités du Burkina à partir de janvier 2024. La compagnie Kangala Air Express, de concert avec le gouvernement, compte revenir à la population avec des prix étudiés. Le congrès de santé des armées du Burkina Faso s'est tenu à Ouagadougou du 5 au 7 décembre. Il a réuni des professionnels de la santé des armées pour discuter des défis et perspectives de la santé militaire au Burkina. Les participants ont abordé un large éventail de sujets, notamment la prévention et le traitement des maladies, mais aussi la prise en charge des traumatismes de santé mentale et le bien-être des militaires. Des détails avec Draman Guéné. C'est parti pour le 3e congrès du service de santé des armées. À cette rencontre scientifique, le président de la transition est représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Durant 2 jours, les médecins militaires vont parler essentiellement de prise en charge des blessés de guerre. Voilà, notre but, c'est que, à travers ce congrès-là, après ce congrès, nous puissions vraiment ressortir les différents problèmes que nous vivons, trouver des solutions pour améliorer la prise en charge de ces blessés en opération. Voilà. Nous parlerons également des traumatismes
psychologique qui résulte de ces attaques terroristes. Et vous savez que ce traumatisme psychologique, ce n'est pas seulement les militaires, même nous, vous les civils, vous en vivez, c'est toute la population. Alors, quand vous perdez un être cher pendant une crise sécuritaire, vous avez obligatoirement un traumatisme psychologique. Donc cela va nous permettre de voir également qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps. Pour développer tous ces sujets, une dizaine de conférences, 71 communications orales sont au programme. Toutes les interventions tournent autour du défi sécuritaire et de la santé. On n'en doute pas que de la réflexion, vous avez dit comment c'est surchargé avec beaucoup de thèmes. Des réflexions et des recommandations seront faites pour qu'on puisse améliorer, surtout assurer une meilleure prise en charge dans les conditions optimales des blessés pour au moins porter secours à ceux qui sont blessés ou ceux qui ne le sont pas, à même de prolonger leur capacité à résister sur le terrain, quelles que soient les conditions de l'environnement. C'est un congrès d'envergure sous-régionale avec la participation de 3 pays amis. À côté des salles de débat, un stand est dressé pour exposer les nouvelles trouvailles de protection et de secourisme. Le centre pénitentiaire agricole de Baporo, situé dans la province du Sanguié, a été créé en 1984 par le capitaine Thomas Sankara, alors président du pays. Il s'agit d'un centre de semi-liberté accueillant des détenus ayant déjà purgé la moitié de leur peine en régime fermé. Ces derniers sont autorisés à sortir du centre pendant la journée pour travailler dans les champs ou les ateliers du centre. Cependant, le centre semble aujourd'hui inexploité malgré son grand potentiel. Une équipe de journalistes a tenté de comprendre pour nous. Karim Bitienga. Des hommes et femmes de médias en voyage à partir de Ouagadougou. 170 km à parcourir sur la nationale numéro 1. Destination Baporo dans la province du Sanguié. Au centre de production agricole de l'administration pénitentiaire du Burkina Faso. Un centre vieux de 40 ans. C'est une prison ouverte. Pas de clôture. Les détenus qui présentent un très bon comportement en prison, condamnés, sont disposés à venir travailler dans ce centre. C'est de les préparer et avoir un métier à la sortie. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi travailler à nourrir tous les détenus de toutes les prisons du Burkina Faso, que ce soit les prévenus, les condamnés, les mises en examen, et revendre le surplus pour reverser au trésor. 40 ans après son ouverture, le centre de production agricole de Baporo reste l'un de ses objectifs. D'un effectif de 40 détenus au départ, sa capacité d'accueil est réduite à 44 locataires aujourd'hui. Compte tenu, vous-même vous voyez, l'état de ces infrastructures, à l'exploitation on ne peut pas utiliser beaucoup de détenus, donc 44 détenus actuellement qui y logent. Les détenus dans la journée ne passent pas le temps dans les dortoirs. Nous pensons que si on l'extend, en tout cas les dortoirs, pour avoir une grande capacité d'accueil, nous pouvons faire des merveilles. Le personnel, lui, a dû décamper pour s'installer à Boromo, à 5 km du site, faute de logement. Une navette quotidienne entre Boromo et Baporo, mais sans impact sur la détermination. Les agents poursuivent normalement leur mission d'animation du centre. Après la campagne humide, place à la production de la campagne sèche. On vient de labourer, bientôt on va parceller. Voilà. Et puis maintenant attaquer le repiquage. Et on a près de 11 spéculations, si je ne me trompe pas, qu'on compte mettre sous terre durant cette campagne sèche. Alors que certaines spéculations sont en attente de repiquage, la banane est à sa phase végétative. L'agriculture, l'élevage bovin et l'aviculture constituent les principales occupations des pensionnaires de Baporo. Le doyen du groupe a la charge de la volaille depuis son admission au centre. Ça m'a beaucoup enrichi, car j'ai appris à élever
Et on m'a fait apprendre comment fabriquer les choses, comme les couveuses. Et je connais ça déjà, je connais élever seulement, j'entretiens, on me montre comment il faut faire. Comme le doyen, la volonté de produire anime aussi bien les autres détenus que l'administration pénitentiaire. Les terres sont également disponibles. Sur 100 hectares, seulement 40 sont exploités. Si ce centre-là que moi je vois comme ça a les moyens, ça va répondre à son vrai sens et non la forme. Son vrai sens, c'est la production massive. Nous n'avons pas le matériel qu'il faut. Et le gros problème du centre, c'est que c'est la maîtrise de l'eau. Nous n'arrivons pas à maîtriser l'eau. Or, pour produire, une des choses essentielles, c'est de maîtriser l'eau. Pour relever ces centres, nous avons diagnostiqué d'abord les détentions construites en 1996 qui ne répondent plus totalement aux normes et dont la capacité d'accueil est de 80. Pourtant, pour exploiter 100 hectares, nous estimons avoir au moins 400 à 300 détenus condamnés. Et la prison seule de Boromo, qui est à 5 km, a plus de 280 détenus condamnés, prêts à travailler. Et de là, nous demandons également, à court terme et maintenant, pour pouvoir répondre à l'appel du président, un moyen de transport aménagé pour faire venir les détenus condamnés de Boromo dans le centre de Baporo en attendant la réhabilitation totale du centre. La production du centre est actuellement estimée à 22 tonnes par an. Une quantité suffisante pour subvenir aux besoins de la quarantaine de pensionnaires, mais en deçà de l'ambition de son initiateur, le président Thomas Sankara. Sa vision était de faire de Baporo un centre à même d'assurer la sécurité alimentaire des établissements pénitentiaires et de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. De son côté, l'offensive agro-pastorale et halieutique entre dans sa phase opérationnelle. On est tenté de le dire ainsi avec le lancement ce 7 décembre à Dourou, dans la commune de Kirsi. Nous sommes dans la province du Passoré, des travaux d'aménagement de périmètre irrigué. Dourou est un site majeur qui devrait à terme offrir plus de 700 hectares à de milliers de producteurs. Nyarkiteda. À Dourou, les machines tournent désormais en plein régime. Pour donner le ton, un conducteur tout particulier, le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier. Les chiffres évoqués avant le lancement parlent. 3600 tonnes de riz par an pour la campagne agricole humide pour un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de francs CFA, 17 600 tonnes de tomates et d'oignons avec un chiffre d'affaires qui oscille autour de 9 milliards, soit 356 milliards en 30 ans pour les deux productions. Et en lançant les travaux ce matin, le commandant à bord, le ministre Sombier a enjoint l'ensemble des acteurs engagés sur le projet à aménager dans 18 mois un périmètre irrigué de type gravitaire de 720 hectares. Le périmètre est situé à l'aval du barrage de Dourou. L'offensive agro-pastorale et halieutique du gouvernement de la transition est véritablement en marche. À l'intérieur de cette offensive-là, nous avons placé la mobilisation de l'eau, les questions d'irrigation, les questions d'aménagement au cœur même de la mise en œuvre de l'offensive pour permettre un peu de pallier aux aspects de changement climatique. Donc Dourou, l'aménagement de Dourou et le lancement des travaux de ce matin-là, c'est vraiment d'amener à venir concrétiser en fait la mise en œuvre de cette offensive-là, qui est un site normalement majeur, site de plus de 720 hectares, qui normalement devait nous permettre à terme d'avoir une quantité de production assez intéressante. Les travaux allient aménagement de périmètre et réalisation d'infrastructures sur place pour accompagner la chaîne de production. Voilà, les travaux, c'est sur l'aménagement de ces 720 qui constituent le périmètre utile, mais qui a d'autres ouvrages connexes dont on a visité, notamment les bâtiments de conserviers d'oignons et des magasins de stockage qui vont s'étaler tout au long de cet aménagement qui intègre et qui prend en compte 5 villages autour de cet aménagement. Dourou est un périmètre majeur. Hommes, femmes et notabilités de la localité rendent hommage au gouvernement pour ce projet. Le ministre assure, le périmètre sera livré à bonne date et de qualité. C'est pourquoi il insiste auprès du maître d'ouvrage délégué, la Sonater, et de la mission de contrôle sur la qualité.
Et de son côté, le gouverneur du centre-est, Aboudou Karim Lamizana, a lancé l'offensive agro-pastorale et halieutique pour la région du centre-est. À l'occasion, il a rendu visite à des exploitations agricoles et des piscicoles dans la province du Kouritenga. Il a aussi salué la résilience des producteurs face aux aléas climatiques et les a encouragés à poursuivre leurs efforts. On fait le point avec Nicolas Sorgo sur place à Tinkodogo. Ici, 48 hectares de riz TS2 en maturité. Cette coupe de fossiles du colonel Lamizana ouvre la saison des récoltes dans cette plaine risicole exploitée par une coopérative de près de 300 membres. À Soubga, dans la commune de Dialgaï, c'est un modèle d'exploitation agricole innovant, résilient et performant qui a été présenté aux visiteurs. Dans ce périmètre d'un hectare du Harouna Sanouidi, le gouverneur, à travers cet acte, lance officiellement l'offensive agro-pastorale et halieutique dans la région du centre-est. Après l'île terroriste, le président de la transition met l'accent sur l'agriculture et nous qui sommes des régions, nous faisons le tout pour encourager ces producteurs, ces agriculteurs, afin qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. On a eu une bonne pluviométrie et également on a eu l'accompagnement de l'État, que ce soit pour les labours, que ce soit pour les intrants, semences, engrais, les pesticides. Donc en tout cas on a eu tout un panoplie d'accompagnement qui a permis même de dépasser nos prévisions. Cette visite du gouverneur est bien appréciée des producteurs. Nous, on ne fait que remercier vraiment l'État de l'effort qu'il fait pour nous parce que cette année, c'est du jamais vu chez nous. Parce que l'engrais qu'on a eu cette année, on n'a jamais, depuis que la plaine existe, on n'a jamais eu cet engrais. Donc vraiment, et la promesse qu'on avait promise au ministre, vraiment, ça se réalise. Parce qu'à l'heure là, on peut être à 5 tonnes, 6 tonnes à l'hectare. En attendant les données chiffrées, le directeur régional en charge de l'agriculture se veut rassurant. La campagne humide 2023-2024 sera meilleure à celle écoulée. Pour la campagne sèche, plusieurs actions sont en cours pour appuyer les producteurs en intrants, en production de spéculation et en aménagement des sols, a-t-il ajouté. La société burkinabé d'exploitation des phosphates a reçu le 1er décembre dernier une délégation de l'association interprofessionnelle du coton du Burkina AICB. Cette visite de l'usine de la société burkinabé d'exploitation des phosphates a permis aux experts de l'AICB d'évaluer la qualité des engrais produits par la société en vue d'un éventuel partenariat. Nicolas Sorgo. L'engrais minéral est une matière indispensable dans la production du coton. À chaque campagne, d'importantes quantités d'engrais sont commandées par les sociétés cotonnières du Burkina. Face à la flambée des prix des intrants ces dernières années, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina AICB multiplie les initiatives en vue de l'amélioration de la productivité de l'or blanc au Burkina Faso. D'où la présente visite ici à l'usine de la société d'exploitation des phosphates du Burkina, CEPB. Nous sommes dans ce cadre-là ce matin pour visiter les réalisations et voir aussi dans quelle mesure nous pouvons établir un partenariat avec cette société qui produit de l'engrais minéral au Burkina. Cette nouvelle usine d'engrais basée à quelques encablures de la ville de Koupéla a une capacité de production de 90 tonnes par heure. Mais pour l'heure, les machines ne produisent que seulement 20% de leur capacité réelle. On les attendait depuis longtemps. Donc dès qu'ils nous ont envoyé la correspondance pour visiter, en tout cas on était contents parce que tout simplement on avait fait des démarches auprès d'eux pour qu'il y ait en fait un partenariat entre la CPB et puis nous. Donc comme ils souhaitaient donc visiter, en tout cas le DG a donné autorisation à ce que la visite donc se passe aujourd'hui et c'est ça donc nous sommes venus donc pour les accompagner. L'AICB regroupe l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina et l'ensemble des sociétés cotonnières membres de l'APROCOB, à savoir la Sofitex, la Socoma et Faso Coton. Avec cette visite, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces deux structures et la concrétisation de ce partenariat dont les bases sont ici lancées pourrait aider la CEPB à atteindre sa vitesse de croisière.
La journée du fournisseur minier a débuté ce 6 décembre à Ouagadougou. C'est une scène qui permet aux acteurs de proposer au public leurs produits et les services qu'ils soumettent à leurs clients. La 4e édition de la journée, c'est aussi des réflexions pour booster le secteur. Ismaël Sirima. Un cadre d'honneur dédié aux fournisseurs miniers du Burkina. Après la cérémonie d'ouverture et la coupure du ruban, les stands des entreprises spécialisées dans la fourniture de biens et services miniers sont ouverts à la visite. Avec l'aide des hôtesses, les visiteurs découvrent ou se familiarisent avec les équipements de prospection, les moyens de protection des travailleurs des mines, ainsi que la nature de certains services miniers. Depuis le boom minier, les Burkinabés étaient critiqués de ne pas savoir faire de la fourniture de biens et services aux mines, de ne pas savoir faire des prestations. Nous nous sommes informés, formés et aujourd'hui dans tous les secteurs, nous sommes partie prenante. Nous étions à 5% des gains et avec les textes, notre objectif c'est de passer à 30%. À cette 4e édition, les fournisseurs miniers font une rétrospection pour analyser les stratégies mises en œuvre pour booster le secteur. Ils apprécient aussi les résultats obtenus et notent les recommandations du ministre en charge des mines. Le message c'est simplement un message de patriotisme que je demande aux fournisseurs miniers, de sorte qu'on puisse respecter les textes sur le contenu local, respecter l'esprit surtout des textes sur le contenu local, sachant qu'ils opèrent dans un contexte sécuritaire très difficile et que nous travaillons à les accompagner. Message bien reçu par les fournisseurs miniers du Burkina. Ils promettent de travailler pour que les effets et les impacts du boom minier puissent profiter aux Burkinabés en termes d'emploi et d'expertise. Je vous le disais en titre, 2 bases de terroristes ont été neutralisées par des frappes aériennes ce 7 décembre. Les premières bases ont visé un hangar dans le hameau de Bouibouy dans la zone de Mentao. Les secondes frappes ont visé une base dans le village de Guessen dans la zone de Gomboro. Les dernières nouvelles du front avec Draman Guéné. Ce jour, 7 décembre, les recherches ont permis de déceler un groupe de criminels au Sahel. Toujours dans la zone de Mentao, plusieurs binômes à moto sont observés en train de converger vers le hameau de Bouibouy. Ils y arrivent et convergent vers un hangar soigneusement dissimulé entre 2 grands baobabs, probablement pour une réunion. Les vecteurs aériens vont s'inviter à la réunion. Ils sont verrouillés et frappés efficacement avec une violence particulière. Le plus rapide qui a entendu la foudre descendre du ciel et qui a voulu s'échapper ne réussira pas. Il s'écroule à côté de ses camarades criminels qui brûlent dans un feu ardent. Hier soir, aux environs de 18 heures, les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque dans le village de Langoyarse. Depuis le ciel, ils détectent la colonne de criminels en repli vers leur base.
Ils sont accrochés jusqu'à destination à Gensen, dans la zone de Gomboro. Ils sont observés toute la nuit. Ce matin, où les pilotes ont décidé que ce groupe n'attaquera plus jamais sur le sol burkinabé. On peut les voir vaquer tranquillement à leur occupation sous ces bois sans se douter de quoi que ce soit. À un moment donné de la journée, ils sont convoqués par le chef sûrement pour leur future mission. Ils le rejoignent vite fait dans son poste de commandement sous un grand arbre au pas de course. La discipline et le rigueur ici. Chacun se précipite comme il peut et converge pour les consignes de la future mission. Ce sont les dernières consignes pour eux, mais ils ignorent le ciel qui s'assombrit sur leur tête. Au moment venu, un missile fend le ciel et s'abat sur eux avec une violence extrême. La réunion est terminée pour toujours. Des rescapés de la frappe se croyant sains et saufs vont essayer de s'éloigner de la zone tout affolée. Certains s'effondrent plus loin et d'autres essaient de sauver leurs camarades. Mais très vite, celui qui supporte mieux comprend qu'il faut se sauver. Il va courir et courir jusqu'à ce que son cœur ne tienne plus. Il va finir en quadrupédie puis s'éteindre. La base part en feu. Les unités au sol de Djibo vont ratisser la position de Boïboui et découvrir des cadavres calcinés pour la plupart entre les baobabs et d'autres aux alentours épargnés par le feu. Toute la logistique composée d'armes est irrécupérable à part les motos. Du côté de Gomboro, les unités mettront pied également sur la base de Gensen et découvriront des cadavres entassés. De la logistique composée d'armes et de motos ont pu être récupérés. Les opérations se poursuivent.
Le commentaire est signé aujourd'hui donc par Bienvenue Tansa. Et puis le personnel de Ayam Gold et Sakan a célébré le 2 décembre à Ouagadougou la journée Family Day, une journée dédiée au personnel de la mine, une journée qui a été l'occasion de rendre hommage à 21 personnes admises à la retraite. Pini Dianou. Un cadre d'honneur dédié aux fournisseurs miniers du Burkina. Après la cérémonie d'ouverture et la coupure du ruban, les stands des entreprises. La mine d'or Ayam Gold et Sakan SA célèbrent la cohésion familiale et intergénérationnelle ici à Ouagadougou. Une journée dédiée à la famille, au Family Day, qui offre un cadre aux travailleurs de la mine de Cominier avec leur famille. Family Day, c'est aussi ces aires de jeu dédiées aux enfants de ces travailleurs, un arbre de Noël anticipé. La journée rend également hommage aux employés admis à faire valoir leur droit à la retraite. Au nombre de 21, ils reçoivent des mains des responsables de la mine des cadeaux. Et Sakan, c'est une famille. Et nous avons pour habitude de dire que notre première ressource, ce n'est pas l'or, ce sont nos employés. Et nous passons tellement de temps ensemble, nous travaillons ensemble, que nous bâtissons des liens, mais il est bon que par moment on puisse faire des pauses pour se rencontrer tous, entre collègues, avec nos familles, pour une plus grande cohésion. Et nous profitons aussi de cet événement pour faire ce qu'on appelle un Family Day. Ça veut dire que les familles puissent se rassembler, vous voyez, les enfants, les conjoints, conjointes, etc. Donc pour pouvoir célébrer. Et c'est aussi à l'occasion pour nos chers enfants, évidemment, de faire une fête de Noël, n'est-ce pas, en ce mois de décembre. Chaque employé est une première ressource pour l'entreprise, selon les responsables de Ayam Gold et Sakan SA. Et ce cadre de renforcement de la cohésion sociale et de la promotion du bien-être sera organisé chaque année. Foi du directeur général de la société minière. Retour sur les dernières nouvelles du front. 2 bases de terroristes détruites ce 7 décembre dans le Sahel et dans la boucle de Mohoun. Les premières frappes ont visé un hangar dans le hameau de Bouy-Bouy dans la zone de Mentao et les secondes frappes ont visé une base dans le village de Guessen dans la zone de Gomboro. Une dizaine de terroristes ont été tués, dont plusieurs chefs. Bienvenue Tansa pour le commentaire. Ce jour, 7 décembre, les recherches ont permis de déceler un groupe de criminels au Sahel. Toujours dans la zone de Mentao, plusieurs binômes à moto sont observés en train de converger vers le hameau de Bouy-Bouy. Ils y arrivent et convergent vers un hangar soigneusement dissimulé entre 2 grands baobabs, probablement pour une réunion. Les vecteurs aériens vont s'inviter à la réunion. Ils sont verrouillés et frappés efficacement avec une violence particulière. Le plus rapide qui a entendu la foudre descendre du ciel et qui a voulu s'échapper ne réussira pas. Il s'écroule à côté de ses camarades criminels qui brûlent dans un feu ardent. Hier soir, aux environs de 18h, les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque dans le village de Nangoyarse. Depuis le ciel, ils détectent la colonne de criminels en repli vers leur base.
Ils sont accrochés jusqu'à destination à Gensen, dans la zone de Gomboro. Ils sont observés toute la nuit. Ce matin, où les pilotes ont décidé que ce groupe n'attaquera plus jamais sur le sol burkinabé. On peut les voir vaquer tranquillement à leur occupation sous ces bois sans se douter de quoi que ce soit. À un moment donné de la journée, ils sont convoqués par le chef sûrement pour leur future mission. Ils le rejoignent vite fait dans son poste de commandement sous un grand arbre au pas de course. La discipline et le rigueur, ici. Chacun se précipite comme il peut et converge pour les consignes de la future mission. Ce sont les dernières consignes pour eux, mais ils ignorent le ciel qui s'assombrit sur leur tête. Au moment venu, un missile fend le ciel et s'abat sur eux avec une violence extrême. La réunion est terminée pour toujours. Des rescapés de la frappe se croyant sains et saufs vont essayer de s'éloigner de la zone tout affolée. Certains s'effondrent plus loin et d'autres essaient de sauver leurs camarades. Mais très vite, celui qui supporte mieux comprend qu'il faut se sauver. Il va courir et courir jusqu'à ce que son cœur ne tienne plus. Il va finir en quadrupédie puis s'éteindre. La base part en feu. Les unités au sol de Djibo vont ratisser la position de Boui et découvrir des cadavres calcinés pour la plupart entre les baobabs et d'autres aux alentours épargnés par le feu. Toute la logistique composée d'armes est irrécupérable à part les motos. Du côté de Gomboro, les unités mettront pied également sur la base de Gensen et découvriront des cadavres entassés. De la logistique composée d'armes et de motos ont pu être récupérés. Les opérations se poursuivent. Et puis Santé Mag, c'est à partir de 21h sur les antennes de la télévision du Burkina.
Maïmouna Dao vous retrouve avec ses invités. Ce soir, il sera question de la colopathie fonctionnelle. Rendez-vous donc dans quelques instants pour Santé Mag. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.